Heureux à nos invités qui ont accepté l'invitation du journal à venir débattre à l'Agora de l'Humanité. Des invités qui représentent toutes les couleurs, toutes les nuances de l'offre politique à gauche. Clémentine Autain, députée FI de Seine-Saint-Denis. Fabien Roussel. Fabien Roussel, député et secrétaire national du PCF. Sandra Regol, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Adrien Quatennens, député et coordinateur de la France Insoumise. Et Olivier Faure, député et premier secrétaire du Parti Socialiste. Voilà, je remercie. Alors, vous savez pas quoi? On va se le dire dès le début. Je vais vous arrêter là. Tous nos invités, voilà, c'est nous qui avons tenu à ce qu'ils soient là, dans le respect, parce que c'est la marque de fabrique du journal et de la fête de l'humanité. On débat, parce que si on débat entre des gens qui sont tous d'accord, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc on accueille dignement tous nos invités. Je vous remercie. Voilà. Alors merci aussi à Cédric Clairin, qui est journaliste politique dans un beau magazine qui s'appelle L'Humanité Dimanche, qui va co-animer cette rencontre avec moi. Si on a voulu voilà, vous avoir tous ensemble ici, en quelques mots, vous, les principaux responsables des formations politiques de gauche, c'est parce qu'on le voit bien dans cette fête, la rentrée sociale, elle est combative. Et vous, eh ben, vous avez la lourde responsabilité, non seulement d'offrir des perspectives à toute cette aspiration au changement qui s'exprime, mais surtout de les amener au pouvoir. Alors pourquoi refaire révolution ? Eh ben, il y a 230 ans, un peuple voilà, faisait rentrer le monde entier dans une nouvelle ère, un cycle révolutionnaire sans précédent qui a rendu possible ce qui paraissait irréel la veille. Et c'est bien de ça voilà, dont on veut parler aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse, à l'heure où le capitalisme est à bout de souffle, entre l'accumulation du capital, l'explosion des inégalités, le réchauffement climatique, tout dans la conjoncture actuelle devrait pousser à dépasser ce système obsolète. Et pourtant, eh ben, la gauche a rarement été aussi affaiblie. Les classes populaires ont rarement nourri une telle défiance à l'égard du politique. Et vous le savez, mieux que quiconque, les colères peinent à se traduire en espoir, peinent à trouver un débouché politique. Alors, il y a un an, une irruption populaire inédite. Pardon, excusez-moi. Je me suis... voilà, je ne sais plus où j'en suis. Et ben, elle a pris tout le monde de court, comme moi, jusqu'à faire trembler l'Élysée, installant voilà, pendant quelques semaines un climat insurrectionnel en France, on peut le dire. Elle a exprimé un désir de radicalité. Elle a rappelé aussi à ceux qui l'avaient oublié la force du peuple quand il décide de prendre en main les choses. Pareil pour cette jeunesse qui se lève pour réclamer dans un même mouvement justice climatique et justice sociale. Et ces deux expressions politiques populaires, elles se sont faites en dehors des partis. Alors voilà, comment la gauche doit non seulement faire rêver à nouveau, mais rendre crédibles des alternatives au capitalisme, c'est le défi qui vous est posé aujourd'hui. Alors peut-être pour commencer, ils étaient là tout à l'heure, et Maud vient d'en parler, le mouvement des Gilets jaunes qui a fait irruption dans le débat public en s'appropriant les codes et l'imaginaire de la Révolution française, en réclamant l'abolition des privilèges et la fin de la monarchie républicaine notamment. Ils ont tendu un miroir à vous tous, pas toujours très flatteur. Alors peut-être pour commencer, Clémentine Autain, qu'est-ce que ce mouvement a bousculé, peut-être dans votre manière d'appréhender la politique, de faire la politique? Qu'est-ce que pour vous ce mouvement bouscule? Oui, d'abord bonjour à toutes et tous et un immense plaisir d'être encore là à la fête de l'humanité tous ensemble pour débattre cet après-midi d'un enjeu majeur de comment on refait la révolution. Et donc je réponds d'emblée à la question que tu poses sur les Gilets jaunes. Moi je retiens trois, je dirais pas leçons, mais en tout cas 3 éléments assez importants pour repenser notre projet politique qui ont émergé avec le mouvement des Gilets jaunes. La première chose, et pour moi c'est une victoire des Gilets jaunes, ça a été cette irruption de la vie, de la souffrance, de l'humain dans le ronron politique qui est très technocratique et dont le verbe est devenu un verbe où on ne parle plus de clochards ou de sans-abri, on parle de SDF, où on ne parle plus de licenciement collectif, mais de restructuration, où on parle de chiffres qui n'ont pas de réalité humaine. Et là, à la télévision, sur les réseaux sociaux, ce qui a saisi
la majorité de la population. C'est cette parole brute, sans filtre, pour expliquer ce que c'est que la souffrance d'être dans une famille monoparentale et que le problème, c'est pas la fin du mois, mais le début du mois, d'avoir vu ces retraités au bord des larmes nous dire qu'on ne peut pas vivre avec le minimum retraite aujourd'hui, ces gens qui sont au chômage, ces gens qui travaillent et qui galèrent. Et moi, ça, pour moi, c'est une victoire, c'est l'humain dans la politique. La deuxième chose, c'est que ce mouvement est venu nous rappeler ou nous interpeller sur le fait que l'égalité, elle n'est pas simplement sociale, ce n'est pas simplement une question de revenus, c'est aussi une question d'égalité entre les territoires. Et cet enjeu d'égalité entre les territoires, puisqu'il y a aussi des élections municipales cette année, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à l'intégrer dans ce droit à la ville qu'il nous faut désormais demander, et sur le développement de grandes métropoles qui justement déshumanisent, qui sont anti-écologiques au possible, qui créent de la compétition entre les territoires et avec des gens qui se trouvent évidemment au banc de ce qu'on pourrait appeler la modernité. Ensuite, troisième élément, et je m'arrêterai là-dessus, c'est évidemment le fait que l'écologie ne peut pas devenir une réalité dans nos politiques publiques si l'écologie n'est pas une affaire populaire. Or, le gouvernement ne cesse de prendre des mesures, puisque c'est parti autour de la taxe sur le diesel, qui punissent, je dirais, qui veulent mettre au pas le monde populaire, qui est pourtant celui qui vit le plus sobrement par rapport aux plus riches et qui a déjà du mal à joindre les deux bouts. Et donc cette injustice a posé la question de l'écologie au bon endroit, c'est-à-dire que si on veut une solution au réchauffement climatique, si on veut aussi une solution, je dirais, au sens de la vie, qui est aujourd'hui totalement bouffé par la marchandisation de tout et n'importe quoi, par le consumérisme, et consumérisme qui gangrène tout le monde, mais aussi le monde populaire qui du coup a des rêves qui sont des rêves dont on pourrait discuter du point de vue du sens. Je pense que là, on a touché à quelque chose de très fort. Il n'y a pas d'écologie demain si nous ne sommes pas capables d'avoir une écologie populaire, une écologie qui partage les richesses, une écologie qui change le sens de la vie. Alors, et je termine juste là-dessus. Je pense vraiment que si on arrive à saisir ces messages-là, alors il y a de quoi créer des passerelles et de refonder un projet social et écologiste qui devienne vraiment porteur de sens sur la société qu'on a envie de construire et sur l'émancipation que nous voulons dans l'ensemble de nos familles politiques qui sont résolument attachées à la justice, au changement de nos modèles de consommation, à savoir pas simplement comment on partage les richesses, mais qui produit les richesses et qui décide de qui les produit. Merci Clémentine. Alors Fabien Roussel, sur ce mouvement des Gilets jaunes, il a mobilisé très largement les classes populaires, et on sait qu'elles ont tendance à s'éloigner des partis de gauche. On sait également que la radicalité qui peut s'exprimer ne va pas forcément vers le progrès automatiquement. Alors comment faire pour que ce mouvement, qui semble s'inscrire dans la durée, puisse trouver une traduction qu'on pourra positive vers le progrès social? D'abord, le mouvement des Gilets jaunes, ce sont des citoyens en colère qui expriment une souffrance, qui demandent à être écoutés et respectés. Donc la première chose à faire, c'est de les écouter et de les respecter. Ils sont attachés à leur indépendance et à ce que l'on respecte leur diversité. Et donc ça, déjà, il faut le respecter. Et quand ce mouvement est né il y a presque un an, au mois de novembre dernier, c'était pour exprimer une colère que de nouveau on taxe leur pouvoir d'achat sur la taxe carbone, qui était là pour répondre à la question environnementale, mais de la plus mauvaise manière. Et les Gilets jaunes, ils ont dit, de ça, on ne veut pas. Nous voulons, nous aussi, vivre dans une société, respirer un air pur, apporter notre contribution au climat, mais pas comme ça. Et ce n'est pas à nous de payer. Et ils ont dit autre chose, les Gilets jaunes que j'ai rencontrés, que nous avons tous rencontrés. Ils nous ont dit, il y a quand même un problème dans ce pays. Les syndicats, ils manifestent. Les cheminots, ils ont manifesté. Les retraités, ils manifestent. Et ils ne sont pas entendus. Et donc, comment on fait pour être entendus?
pour être vus, pour être écoutés. Et ils ont décidé d'endosser un gilet jaune, d'occuper des ronds-points et d'exprimer leur colère. Et ils l'ont fait de la manière la plus sincère, la plus honnête. Et ça pose quand même un problème dans notre pays, parce que ça renvoie à l'idée qu'effectivement, quand on s'organise, quand des syndicats manifestent, même en intersyndical et dans des manifestations déclarées, autorisées par les préfectures, toutes ces mobilisations ne sont jamais écoutées dans notre pays. Et c'est ça le problème. Du coup, ça déborde, ça explose. Comment voulez-vous que ça se passe autrement? Et donc la première chose qu'on doit demander à ce gouvernement, c'est qu'il écoute cette colère et toutes les formes qu'elle peut prendre, que ce soit celle qui est exprimée par les Gilets jaunes, ou que ce soit celle exprimée par les syndicats qui se battent pour les services des urgences, pour l'école, pour les cheminots. Enfin, sinon ça pose un problème démocratique dans notre pays. Et on en arrive à se dire que pour se faire entendre, il faut casser, il faudrait brûler. C'est ça qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Et donc, moi, ce que je retiens de ça, c'est d'abord d'écouter ce qui se passe dans notre pays. D'écouter. Et ce qui se passe dans notre pays, c'est que la question sociale, l'urgence sociale, elle est forte, elle est là, cette colère. Et les mêmes qui demandent à vivre dignement, avec un vrai travail, avec un vrai salaire, ils disent aussi qu'ils veulent apporter, ils voudraient vivre sur une planète saine où on ne crame pas toutes les ressources naturelles. Et cette double urgence, de l'urgence climatique et de l'urgence sociale, il faut qu'on les porte ensemble. Et bien sûr, nous disons que pour ça, il faut sortir du capitalisme, car c'est le capitalisme qui fait qu'aujourd'hui, on exploite et les êtres humains et la planète. Et je finirai par une idée qui me paraît pour moi essentielle. C'est la question de la démocratie et de la souveraineté populaire. Il faut que le peuple redevienne maître de ses choix, souverain sur ce qu'il veut faire, de son avenir, de son pays, de l'avenir de ses enfants. Cette question de la démocratie, elle est aujourd'hui essentielle pour obtenir les changements pour notre pays. Rien ne se fera de bon dans notre pays si on ne le fait pas avec les citoyens, avec les gens. On parle ici de refaire révolution. La révolution, c'était il y a 250 ans, et ça s'est fait avec les citoyens. Nous nous sommes libérés de la monarchie, nous nous sommes libérés du nazisme il y a 75 ans. Libérons-nous de la finance, et on le fera si on le fait ensemble. Merci Fabien. Alors, sur le dépassement du capitalisme, justement, Olivier Faure, je me tourne vers vous. Ce mouvement des Gilets jaunes, il a exprimé l'énorme colère des classes populaires qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Sans en faire l'inventaire ici, voilà, le quinquennat Hollande et ses espoirs déçus a participé à faire grandir ces colères. Alors on va vous poser la question franchement, est-ce que la fameuse phrase de Mitterrand, « Celui qui ne veut pas rompre avec l'ordre capitaliste n'a pas sa place au sein du Parti socialiste » peut être de nouveau d'actualité aujourd'hui? Bon, merci pour cette question, je vais y répondre. Mais d'abord, je veux vous remercier de m'accueillir et d'être dans un débat qui effectivement marquera des différences. Nous sommes différents, nous ne sommes pas dans le même parti, mais nous avons aussi cette volonté de construire ensemble parce que nous savons aussi que ce qui aujourd'hui déroule un tapis rouge sous les pieds de ce monde capitaliste, de ce monde de la finance, de cet univers que défend le président Macron, c'est précisément la division. Et c'est la raison pour laquelle je suis extrêmement heureux d'être ici, même si parfois vous observerez quelques nuances. La révolution, puisqu'on a commencé par ça, la révolution, il y a celle que nos ancêtres ont conduite il y a 2 siècles et demi. Mais il y a eu une autre révolution depuis. Cette révolution, cette fois-ci, ce n'est pas nous qui l'avons conduite, ce sont les libéraux. Et c'est sous l'emprise, sous l'empire de cette révolution que nous vivons encore aujourd'hui. Dans les années 80, Thatcher, Reagan sont revenus y compris sur ce qu'était leur modèle de développement.
On parle de révolution maintenant, et de capitalisme, très bien. Mais il faut savoir que jusqu'à Ronald Reagan, les revenus étaient très largement taxés, y compris jusqu'à 80% dans un pays qui n'est pas un pays communiste et qui est les États-Unis. Et donc, il y a bien quelque chose qui s'est produit depuis et sur lequel nous devons réfléchir. Et les Gilets jaunes ont été, puisque c'était la question de départ, ont été une claque pour moi, pour le parti que je représente, mais devraient l'être pour l'ensemble de la gauche et du monde syndical. Pourquoi ? Parce que ce mouvement social, il ne s'est pas tourné spontanément vers la gauche. Il n'est pas venu nous dire que nous étions le débouché naturel, que nous étions celles et ceux qui représentions ses intérêts. Non, il est venu nous dire qu'il se construisait en dehors de nous. Et même dans l'année qui a été celle de 2018-2019, il y a eu 3 grands mouvements sociaux en réalité. Un premier qui est un mouvement féministe avec MeToo, un deuxième avec donc les Gilets jaunes, un troisième avec les marches pour le climat. Et ce qui est fou, c'est que sur ces 3 mouvements sociaux, aucun d'entre eux ne considère que son débouché naturel, son débouché politique naturel, c'est la gauche et c'est même Europe Écologie Les Verts. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour être à la hauteur du moment dans lequel nous sommes ? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas rester engoncé dans nos vieux habits ? Comment est-ce qu'on fait pour chacun prendre sa part, comprendre que ce message qui nous est adressé aux uns et aux autres, il est un appel à nous bousculer, à ne plus nous regarder comme avant. Tu parlais à l'instant du quinquennat précédent. Je dois dire que je n'ai pas tout soutenu et je n'ai pas été fier de tout, mais j'ai été aussi fier de quelques avancées qui ont été celles accomplies sous François Hollande. Mais au lendemain de la défaite, j'ai fait pour le Parti socialiste l'inventaire. J'ai voulu que nous ayons le courage de nous regarder en face, dans un miroir, et de dire que parfois, oui, j'avais eu moi aussi le sentiment d'être trahi par ceux qui nous gouvernaient. Je l'ai dit, peut-être pas suffisamment fort pour qu'on l'entende jusqu'ici, mais je dois dire aussi ici que j'ai aussi été parfois fier de ce que nous avions fait, que j'étais fier des droits chargeables à l'assurance chômage, que j'ai été fier de ce qui a été fait aussi quand nous avons fait la COP 21, que j'ai été fier aussi... On va pas se rappeler ce qu'on s'est dit tout à l'heure, on se respecte. Chers camarades, moi je veux bien qu'on se hue, mais je veux bien aussi que vous m'expliquiez quel est le pays dans le monde où vous avez eu des gens qui ont mis en place un modèle social qui est aussi celui pour lequel vous combattez aujourd'hui. Quand dans la rue, parfois, je manifeste à vos côtés et que parfois je suis sifflé, je me demande qui vous sifflez, parce que vous sifflez aussi un parti qui est celui qui a construit son modèle social dans ce pays avec vous, avec le monde syndical, avec l'ensemble de la gauche. Et c'est parce que nous le défendons ensemble que nous pouvons tenir. Et quand demain, sur le combat sur les retraites, nous aurons à nous battre, il n'y aura pas un combattant de trop. Il y aura des gens qui devront se battre ensemble pour pouvoir triompher. C'est ça la gauche. C'est pas se huer, c'est pas se conspuer, c'est dialoguer ensemble et avancer ensemble. Alors oui, nous avons des désaccords, c'est vrai. Et ça a toujours été le cas parce que depuis un siècle que nous existons, plus d'un siècle que nous existons, nous nous sommes parfois combattus violemment, durement. Mais je me souviens aussi de ce qui a été à l'origine du mouvement ouvrier. Je me souviens que quand il a fallu réunir à la SFIO, Gued, Vaillant, Jaurès, ils n'étaient pas d'accord sur tout. Ils s'étaient eux-mêmes hués les uns et les autres. Mais ils ont su se rassembler pour faire qu'aujourd'hui nous soyons ensemble et nous ayons fait avancer ensemble ce pays. Alors oui, en Europe et dans le monde, nous sommes un îlot. Ce modèle-là, il est unique au monde et nous devons le défendre ensemble et même le faire progresser ensemble. Écoutez ce qu'ont nous dire les écologistes. Nous sommes des partis productivistes au départ parce que nous avons toujours pensé que le départ, c'était la production pour assurer la redistribution. Et nous voyons aujourd'hui les limites de ce système-là aussi. Et c'est vrai qu'il y a de notre part aussi une conversion à un nouveau modèle et qu'il faut l'admettre et qu'il faut changer et qu'il faut arriver à concilier ce qu'on appelle les fins de mois et la fin du monde. Il faut concilier les combats de l'écologie politique avec ceux de la gauche humaniste. C'est ce qui est devant nous. Et si nous ne le faisons pas, alors il y en aura d'autres qui feront le travail à notre place. Ce travail, ce sera le travail de Macron, ce sera le travail de Le Pen, et c'est eux qui l'emporteront. Alors plutôt que de nous huer les uns les autres, combattons ensemble et faisons en sorte que ce troisième pilier de la vie démocratique émerge enfin. Merci beaucoup Olivier Faure.
Alors, je me retourne vers vous, Adrien Quatennens. Votre mouvement, la France Insoumise, se donne pour objectif de fédérer le peuple en dehors des partis politiques. C'est même l'essence de la création de votre mouvement. Comment expliquez-vous, toujours sur les Gilets jaunes, que la France Insoumise ne soit pas apparue comme un débouché politique naturel à ce mouvement? Merci Maud. D'abord, bonjour à toutes et à tous, et je remercie particulièrement les organisatrices et organisateurs de la fête pour leur invitation, je dois le dire, parce que ça se voit déjà dans le début de ce débat. Il y a quelques différences, mais une chose est sûre, c'est que la fête de l'humanité, c'est pour beaucoup de personnes dans ce pays le patrimoine commun assez partagé dans le pays. Et donc, on y vient pour plein de raisons. On y vient pour participer à des débats, on y vient pour se retrouver entre amis, on y vient pour assister à des concerts, mais une chose est sûre, et même quand on ne partage pas tout, même quand on a des différences d'approche, même voire quand on a des points de désaccord, on est simplement content de s'y retrouver aussi, y compris pour échanger, et qu'en plus ça se fait sous le soleil comme aujourd'hui, eh bien ça devrait simplement nous faire plaisir. Et puis une chose aussi, c'est que... Ouais. Une chose aussi, j'ai vu hier, en suivant un peu la fête à distance, qu'a priori, vous n'avez pas eu trop de mal, même si c'était assez difficile, j'entends, de débattre avec celui qui va sans doute être le fossoyeur de notre système de retraite demain. Alors certes, on n'est pas d'accord avec lui, ça n'a pas besoin d'être prouvé, mais néanmoins, le fait qu'il accepte de venir et de débattre, et en plus d'échanger des arguments, on ne sera pas plus d'accord avec lui à l'issue du débat, mais je crois que le débat est toujours salutaire. Voilà ce que je veux dire pour démarrer. Ensuite, vous nous avez invités à participer à un débat qui s'appelle « Refaire la Révolution ». Alors moi, mon intuition, c'est que la Révolution, si on parle notamment de celle de 1789, qui est l'acte fondateur de la République, en quelque sorte, plutôt que de la refaire, il faudrait la terminer. Je pense que la Révolution française n'est pas terminée dans ce pays et qu'il faut en quelque sorte la poursuivre. Et que le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'Emmanuel Macron, dans sa politique, et il n'est pas le premier en la matière, puisqu'on sait bien qu'il déroule une politique que d'autres avant lui et sous de multiples étiquettes avaient commencé, Emmanuel Macron, le point sur lequel, à mon avis, dans la période, il peut buter, c'est qu'il s'attaque finalement aux deux actes fondateurs de ce qu'est le pays aujourd'hui. Moi, j'en pose deux. Il y a bien sûr la grande révolution de 1789, l'acte fondateur de la République, et puis il y a aussi le Conseil national de la résistance. Et quelle que soit votre appartenance politique dans ce pays, et même certains de nos adversaires politiques, reconnaissent que ces deux événements sont des actes fondateurs du pays, et quand vous les attaquez aussi frontalement qu'Emmanuel Macron ne les attaque, eh bien vous mettez en cause finalement, par-delà nos désaccords, ce que nous sommes. Et je crois que ça participe aussi du moment que nous connaissons. Le problème que l'on a, c'est que dans ce pays, pour beaucoup de citoyennes, de citoyens, la République aujourd'hui, c'est une abstraction. C'est un mot, mais ça n'a pas de contenu réel. C'est un problème. Parce que pour beaucoup de Françaises, pour beaucoup de Français, la République aujourd'hui, c'est liberté, égalité, fraternité sur les frontons des mairies, mais on ne vérifie pas ce contrat politique dans le quotidien. Beaucoup de Français qui subissent les discriminations multiples, etc., nous le disent. La République, c'est très bien, mais si c'est pour faire simplement de gros bouquins dans les librairies, c'est pas suffisant. Il faut donner corps à ce projet politique. La République, c'est toujours révolutionnaire. Liberté, égalité, fraternité, c'est toujours un projet politique révolutionnaire. Et moi, et je salue les Gilets jaunes d'avoir eu cette intuition. Souvenez-vous toujours de cette phrase magnifique que les Gilets jaunes ont donnée lorsque sur les ronds-points, ils avaient retrouvé, disaient-ils, la fraternité. Ils ont dit, on a retrouvé sur les ronds-points la fraternité et maintenant nous partons à la conquête de la liberté et de l'égalité. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau que cette phrase pour définir ce qu'est leur combat. Alors bien sûr, ce mouvement des Gilets jaunes, comme le peuple français tout court, il est pétri de contradictions et il a aussi ses propres limites, ses propres dysfonctionnements. Et je crois que personne, parmi celles et ceux qui ont soutenu ce mouvement ou y ont été partie prenante, diront que le mouvement est parfait. D'ailleurs, disons-le nous aussi, nos mouvements et nos partis ne sont pas parfaits non plus. Mais néanmoins, j'ai une intuition sûre, c'est que nous avions 1000 fois raison de ne pas attendre plus de 2 secondes pour dire qu'il fallait les soutenir. Parce qu'on ne peut pas théoriser le fait que la clé, c'est l'implication du peuple, si quand il s'implique, on met ça à distance en disant finalement, il ne le fait pas dans les codes habituels, et donc ça ne fonctionne pas.
Alors je sais que parfois, notamment au moment de la séquence électorale des européennes, on nous a fait la leçon en disant oui, vous voulez récupérer le mouvement pour en tirer quelques bénéfices électoraux. Et puis après le résultat électoral qui est celui de la France Insoumise et que je revendique aussi malgré la difficulté et l'échec qu'il a représenté de notre point de vue, au vu des efforts que nous avions faits, on nous a dit c'est bien fait pour vous, c'est parce que vous avez soutenu les Gilets jaunes. Deux choses. D'abord, je mets au défi quiconque peut me faire la démonstration que le fait d'avoir soutenu ce mouvement salutaire nous aurait coûté électoralement, mais quand bien même, s'il fallait le refaire, je le referais 3 fois plus. Parce que l'idée n'est pas d'en tirer un bénéfice électoral. Et ceux qui pensent que nous l'avons fait pour obtenir un bénéfice pour nous-mêmes se sont trompés d'analyse. Non, la vérité, et Fabien l'a pointé du doigt, c'est que quand on dit qu'il faut se réapproprier la chose politique, les Gilets jaunes, lorsqu'ils se sont retrouvés sur des ronds-points pour définir ensemble un cadre d'action collectif, quand ces hommes, ces femmes qui n'avaient jamais fait de politique se retrouvent sur les ronds-points pour discuter de la situation et de la règle commune, excusez-moi du peu, mais ça n'est que faire de la politique. Donc c'est salutaire de ce point de vue que tant de personnes se soient mis à en refaire. Alors maintenant, Emmanuel Macron croyait être débarrassé des Gilets jaunes, mais ils sont toujours là, on le voit, ils sont sous cette toile, ils sont encore présents dans les mobilisations, et je vous dis une chose, quelle que soit la politique que déroulera Emmanuel Macron, et même s'il devait l'infléchir, et tout le monde a vu que ce n'était pas du tout son intention, de toute façon, la situation ne pourra pas revenir telle qu'elle était précédemment. Parce que le problème majeur qu'il y a dans ce pays, c'est celui du consentement à la règle commune. Par-delà les Gilets jaunes, vous avez plein de Français, plein de Françaises qui ne consentent plus à la règle commune. Et donc pour nous, la priorité, c'est de la redéfinir. Il ne peut y avoir de consentement majoritaire dans le pays pour le projet politique que mène Emmanuel Macron. Par conséquent, tous les ingrédients sont sur la table pour en quelque sorte le faire trébucher et l'empêcher de continuer. Et je crois que ce qui est à mettre à l'ordre du jour, du coup, ça n'est pas le rassemblement d'un camp, même si nous nous reconnaissons dans ce camp, même si ses codes nous parlent, même si son histoire nous parle. Et je veux dire ici, et depuis cette fête, que quand je théorise cela, je ne méprise absolument pas ni l'histoire des partis, et en particulier du parti organisateur de la fête de l'humanité, ni ce qu'il représente dans l'histoire de France et ses avancées. Je dis simplement que ce qui est à mettre à l'ordre du jour, ça n'est pas le rassemblement d'un camp, c'est la construction d'une nouvelle majorité. Une majorité qui, en quelque sorte, va se faire avec les quartiers populaires, avec la France des zones rurales en voie de précarisation, et surtout, et aussi, même si ce n'est pas naturel chez nous, avec les classes moyennes des centres-villes qui remettent en cause leur certitude de vote. Vous avez plein de gens aujourd'hui qui remettent en cause leur certitude de vote, qui n'ont jamais voté à gauche de leur vie, qui ne sont jamais venus à la fête de l'humanité, mais qui, finalement, à l'épreuve des faits, finissent par dire « ce que vous racontez est audible ». C'est audible. Je termine là-dessus. On a un combat essentiel à mener sur le fait que se tienne un référendum pour ADP, pour qu'il y ait lieu le fait de pouvoir choisir si oui ou non on doit privatiser. Je crois que sous cette tonnelle, la plupart de ceux qui sont là sont contre, comme nous, la privatisation d'ADP. Mais je vous fais ce petit conseil. Collecter 4,7 millions de signatures, ça n'est pas collecter 4,7 millions de signatures d'opposants comme nous à la privatisation. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, qui ne sont pas hostiles à la privatisation, mais qui sont d'accord pour dire, même s'ils sont favorables à la privatisation, que le peuple français doit pouvoir décider. Eh bien, je crois que qui décide et pourquoi faire, c'est la question centrale du moment, c'est celle qu'ont posée les Gilets jaunes, et c'est celle qu'il faut résoudre urgemment. Alors on va la poser cette question, mais d'une certaine manière, d'abord, on voudrait aborder l'autre phénomène de l'année, puisque c'est toute une génération très engagée dans la vie associative, mais qui était plutôt à l'écart de la vie politique, qui s'est réveillée pour alerter sur l'urgence climatique. Cette urgence climatique qui pose d'une manière nouvelle la question du changement de la société, et une partie de ce mouvement appelle très clairement à une certaine radicalité de ce point de vue. Alors, Sandra rigole, on a entendu ces derniers mois, y compris Yannick Jadot, parler d'une écologie qui serait en dehors de la gauche et de la droite. Donc, pour vous poser aussi une question claire, est-ce que, d'après vous, l'écologie est compatible avec le système capitaliste tel qu'il existe aujourd'hui ? Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir ici, moi, les écologistes qui ont rythmé les différents débats depuis quelques jours, et merci de rentrer aussi vivement en matière sur des sujets qui ont été beaucoup instrumentalisés
à la fois par une partie des médias et à la fois par une partie du corps politique. Mais j'avais envie, juste avant de répondre à ta question, de revenir quand même sur les changements qu'il y a à l'œuvre aujourd'hui. En effet, cette génération climat, ces jeunes, ces très très jeunes qui ont pris le pavé, qui ont décidé de s'imposer, ils ont pris de court toute cette génération qui a constitué la gauche telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ils ont pris de court la génération 68, qui les décrivait comme une jeunesse dépolitisée, désintéressée, obsédée uniquement par le culte de la personne à travers Instagram ou Facebook. Eh bien, cette jeunesse-là, elle s'est levée pour leur dire qu'ils avaient intégralement tort, qu'elle n'avait pas besoin d'avoir l'onction de leurs anciens pour décider de demain, pour la bonne et simple raison que ce monde ancien leur a laissé une société capitaliste, productiviste, dont ils ont, eux et elles, à gérer tous les défauts, que ce soit en perte d'emploi, que ce soit en désagrégation de la nature. Eh bien, cette jeunesse-là, on peut la saluer d'avoir su faire mieux que toute cette gauche qu'on constitue aujourd'hui et qui n'a pas été capable d'affronter à temps le défi et l'urgence climatique. Mais si on prend un peu plus de hauteur, si on fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, eh bien, il n'y a pas que ce mouvement climat qui a émergé, qui a réclamé sa visibilité dans un monde politique et médiatique qui refusait toute visibilité à ce qui ne lui ressemble pas. D'ailleurs, on est assez représentatif de ça aujourd'hui. On se ressemble un peu sur cette scène. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on se ressemble un peu et beaucoup trop. Et donc, il y a eu d'autres choses. Il y a eu les Gilets jaunes. Il y a eu aussi les mouvements des quartiers populaires, dont le collectif Justice et Adama, qui était là il y a quelques instants et qui est en face de nous, je crois. Il y a eu aussi le mouvement des femmes, qui en avait assez d'être victimes et de devoir toujours parler sans jamais être entendues. Et puis, il y a eu plus loin aussi. Il y a eu la jeunesse algérienne. Il y a même le peuple de Hong Kong. En fait, partout, il y a des millions de personnes qui nous disent à nous, partis politiques, votre fonctionnement, votre culte du leader, votre capacité à toujours croire que c'est la personne qui représente, qui doit imposer les idées, et pas le collectif qui fait qu'on va plus loin ensemble. Toutes ces personnes-là, pour des raisons différentes et par des biais différents, l'ont clamé ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la question que vous nous posiez sur la révolution, c'est probablement cette révolution-là qu'il faut entendre et remettre en question, particulièrement dans une France disciplinée par la Ve République. On parlait de monarchie républicaine, mais on est discipliné par la Ve République. On pense globalement, généralement, que cette posture du leader, de l'homme providentiel, et je ne genre pas à Essien, est celle qui va nous sauver. Là où notre capacité à faire ensemble, notre capacité à penser, à se baser sur l'intelligence collective devrait être ce qui nous permet d'avancer et de sortir de ce système. La 6e République, oui, mais quelle 6e République si au final c'est un Premier ministre qui incarne tous les pouvoirs à la place d'un président? Je pose juste la question. Et donc, cette remise en question du leader, elle pose aussi la question de ce que c'est une révolution. Adrien le disait tout à l'heure, oui, la Révolution française n'est pas terminée. Mais en fait, aucune révolution s'est jamais terminée, parce qu'une révolution, ça veut dire revenir au même point. Ça veut dire faire un tour sur soi-même et inverser le cycle des oppressions, changer le cycle des oppressions. C'est ça qui fait que la révolution de 1789 est restée inachevée, qu'il a fallu, oui, se huer si vous voulez, mais en attendant, le racisme est resté institutionnalisé en France. En attendant, les femmes n'ont eu le droit de vote que bien après. Et aujourd'hui encore, on est là sur cette scène à parler du fait que cette révolution n'est pas achevée, puisque non, le pouvoir n'est pas celui au peuple. Donc huez tant que vous voulez la réalité à la peau dure. Tu disais tout à l'heure que le capitalisme est à bout de souffle. Je trouve que c'est une entrée très optimiste. J'ai pas l'impression que le capitalisme est à bout de souffle. Peut-être que nous, mais malheureusement, j'ai pas l'impression que le capitalisme soit à bout de souffle. Mais si vous avez un syndrome Gilles de la Truette qui fait que vous huez dès que j'essaye de dire un truc, ça va être compliqué de tenir le temps de parole. Donc ce capitalisme, non, il n'est pas vraiment à bout de souffle. Il est tellement pas à bout de souffle qu'aujourd'hui, vous avez même des ministres de ce gouvernement. Vous avez même Bruno Le Maire qui dit
Peut-être qu'il faudrait voir autrement, peut-être qu'il faudrait changer un peu le capitalisme. Quand vous avez la classe économique dominante, libérale, qui récupère ce langage anticapitaliste, ou presque anticapitaliste, c'est que non, le capitalisme n'est pas à bout de souffle, juste ces outils ont été réappropriés par d'autres. Et c'est là qu'on a un énorme travail à faire. Un énorme travail à faire, parce que ce que cette jeunesse nous demande, et ce que tu me posais tout à l'heure comme question, c'est de sortir d'une société productiviste qui nous pousse à l'ultra-consommation, à l'ultra-pollution, qui nous pousse à croire, qui pousse des millions de personnes à croire qu'elle n'existe pas si elle ne possède pas. Eh bien, ce rapport à la possession, c'est ce que ces mouvements remettent en question. Ce rapport à la progression sociale basée sur un rapport à la possession, c'est la question qu'ils posent et c'est la question qu'on pose en tant qu'écologiste quand on dit que combattre le capitalisme est une priorité, que le capitalisme est l'ennemi, mais que plus encore, si nous ne dépassons pas la question du productivisme pour y renoncer aujourd'hui et collectivement, ce combat contre le capitalisme, eh bien, les libéraux, incarnés aujourd'hui par Emmanuel Macron et par de nombreux médias, pourront continuer à se réapproprier le vocabulaire de nos luttes pour continuer à tranquillement les écraser. Parce que cette révolution que tente de mener cette jeunesse, ces mouvements, qu'ils soient gilets jaunes ou quartiers aujourd'hui, eh bien cette révolution, elle a déjà été tentée dans les années 60-70. Tout un monde s'est levé contre cette société libérale. Il s'est levé, et vous savez quoi, l'histoire aime bien effacer ça, mais il s'est levé du côté des femmes, du côté des jeunes, du côté des gens qui n'étaient pas blancs, qui ont mené combat ensemble contre l'incinérateur qui était toujours installé dans les quartiers où les gens étaient les plus pauvres, contre les centrales électriques qui étaient installées à côté d'eux, contre cette exploitation qui était celle de leur corps, de leur vie, de leurs enfants, de leur travail. Mais le libéralisme a des outils qui ont permis très vite de faire chuter ce mouvement. Eh bien, si les révolutions ne se font pas en un jour, peut-être qu'aujourd'hui on est capable d'entendre notre jeunesse et de mener à bien au moins cette révolution-là qui consistera à ne pas revenir sur nous-mêmes, mais à mettre à bas le libéralisme définitivement. Merci Sandra. Alors, on avait assez bien commencé en termes de temps de parole et je vois qu'on est en train de dévier sur nos derniers intervenants. Donc je vous invite à raccourcir un petit peu pour qu'on puisse faire circuler la parole un peu plus vite. Sandra parlait à l'instant d'une 5e République qui discipline la France. Alors est-ce que, on l'a vu, la question de la démocratie représentative est posée est mise en question dans ce qui s'est passé en 2017, dans le mouvement des Gilets jaunes, la montée de l'extrême droite, y compris, pose cette question-là. Est-ce que la monarchie présidentielle a fait son temps et comment est-ce qu'on fait pour redonner le pouvoir au peuple, qui est une question structurante, y compris à gauche, Clémentine Autain? Oui, alors évidemment, dans les enjeux majeurs qu'on sent dans l'air du temps, il y a cette critique majeure de la monarchie présidentielle qui nous gouverne, avec ce sentiment qui n'est pas qu'un sentiment, une réalité, que la Ve République nous enferme dans le pouvoir d'un seul et dépossède les citoyennes et les citoyens du pouvoir de décision. Mais enfin, je voudrais insister sur le fait que la démocratie ne se résume pas à ce champ institutionnel. C'est important, il faut déboucher sur une 6e République qui nous sorte de la monarchie, mais si on veut penser sérieusement la question démocratique, elle s'invite dans de très nombreux domaines. Elle s'invite dans les entreprises, par exemple. Le pouvoir dans l'entreprise face à celui de la finance et du capital est totalement décisif et doit être inscrit dans les droits fondamentaux d'une nouvelle constitution pour avoir la possibilité de reprendre du pouvoir sur celui du capital, mais il s'inscrit aussi dans tous les rapports de domination tels qu'ils existent aujourd'hui, pensés par les luttes féministes avec le rapport dominant-dominé entre le masculin et le féminin, ou la domination aussi sur la nature, tout simplement, et donc la question qui se pose pour nous de savoir comment on permet à l'écosystème de subsister et donc à la vie humaine de subsister. Et la question de la démocratie, pour moi, elle a à voir aussi avec les possibilités concrètes pour les citoyennes et les citoyens de l'exercer. On ne peut pas exercer ses capacités démocratiques si on n'a pas un toit sur la tête, si on ne peut pas soigner correctement, si on n'a pas accès à la culture,
si la vie n'est qu'une suite de galères. Et donc, la démocratie, pour moi, c'est élever le socle des droits fondamentaux pour toutes et tous. Et s'il n'y a pas cette élévation du socle des droits pour toutes et tous, alors il n'y a pas de démocratie véritable possible. On se paye littéralement de mots. Je voulais dire aussi quelque chose sur liberté, égalité, fraternité. Je ne sais pas si vous étiez vraiment en désaccord pour ce qui est d'Adrien et Sandra. Aujourd'hui, on voit bien qu'il faut relancer ces magnifiques mots, parce que le libéralisme aujourd'hui, il nous est vendu comme le cadre de la liberté. Non, la liberté, ce n'est pas la concurrence libre et non faussée. Ce n'est pas la liberté de pouvoir consommer tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. L'égalité, ce n'est pas l'équité. Aujourd'hui, on nous vend l'équité à la place de l'égalité. Vous entendez justement Delevoye qui nous explique qu'il fait la loi sur les retraites pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Il ne le dit pas pour l'égalité, c'est pour l'équité. Mais cette équité avec le système par points, il va avoir une résonance concrète, c'est davantage d'inégalité sociale et les femmes vont payer le prix fort de cette retraite. Donc non, il n'y a pas d'égalité quand il y a simplement de l'équité. Et quant à la fraternité, je vais le dire très simplement, mais la fraternité, notre pays, la fraternité, quand on n'est pas capable d'accueillir l'Aquarius, eh bien moi je ne sais pas où elle est la fraternité. Alors, je terminerai juste, mais j'ai honte pour mon pays, en vérité. J'ai honte parce qu'en effet, il y a besoin de redonner du sens à cette liberté, cette égalité et cette fraternité. Mais il y a aussi besoin profondément d'imaginer quel peut être ce projet, ce nouveau récit qui soit à la fois social et écologiste et qui donne envie de se battre, de faire sens, de se projeter dans un avenir qui soit un avenir meilleur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que nos enfants vont vivre moins bien que nous ne vivons. Et donc, c'est nous qui sommes responsables collectivement de redonner une espérance dans le progrès humain. Et on est face à un duopole qui est un duopole très dangereux. Soit le système en place, avec l'aggravation des politiques telles qu'elles ont été menées. Et il faut dire les choses franchement, et je pense que Olivier Faure l'a dit d'une certaine manière, mais il faut encore en prendre toute la mesure. Bien sûr qu'il y a Thatcher qui est responsable. Mais derrière, la social-démocratie, après les expériences de type soviétique qui ont mis à mal l'espérance communiste, on a la social-démocratie en Europe qui a désespéré parce qu'elle s'est moulée dans l'ordre dominant et notamment dans les logiques libérales. Et donc il faut en tirer toutes les leçons collectivement. Et je dis en tirer les leçons collectivement, parce qu'il va falloir qu'il y ait du monde pour faire face à ce duopole entre la Macronie et l'extrême droite dont nous n'avons pas encore parlé, mais elle menace, elle s'ancre dans les têtes, elle est dangereuse. Il y a Trump, il y a Bolsonaro, il y a Orban. Et moi, je suis inquiète pour mon pays de voir ce duopole s'installer. Et c'est pourquoi il y a une forme d'urgence à imaginer et à inventer et à mettre sur pied cette proposition politique qui soit fédératrice dans le pays. Ce n'est pas simplement un cartel électoral des organisations existantes. Mais il faut se parler, il faut mettre des passerelles là où il y avait des murs, il faut qu'on soit capable de s'écouter, il faut qu'on soit capable de s'ouvrir sur la société parce qu'il y a énormément d'énergie culturelle et intellectuelle, d'énergie, on l'a beaucoup dit et je le redis, dans le mouvement social, avec les Gilets jaunes, avec le mouvement MeToo, avec les jeunes pour le climat, avec des luttes aussi dans les industries qui sont menacées où il y a encore du monde. Et oui, le capitalisme, il a plus d'un tour dans son sac. Il a plus d'un tour dans son sac parce qu'il a compris une chose, c'est qu'il a deux leviers pour s'accroître. Le premier, on le connaît bien ici à la Fête de l'Humanité, c'est d'abaisser les salaires, de jouer sur les salaires pour qu'il y ait davantage de profits qui reviennent pour le capital. Mais il a un deuxième levier pour s'accroître, c'est le consumérisme. C'est vous faire acheter tout et n'importe quoi, toujours plus obsolète, et même de jouer sur vos propres désirs, que vous ayez l'impression que vous vous réalisez quand vous achetez une marque. Et vous allez acheter le même produit, mais il y a une marque, vous allez le payer plus cher, et vous avez l'impression que vous réalisez là-dedans. C'est effroyable pour la liberté des individus. C'est effroyable. Et donc, il a réussi aussi à atomiser le salariat, à l'atomiser et à créer des individus précaires qui
ne font plus vraiment du travail. C'est du travail marchandise aujourd'hui qui se passe dans les entreprises. Et les gens, ils commencent à se rebeller, mais ils sont atomisés. On n'a plus l'usine comme lieu fédérateur du mouvement ouvrier autrefois. Alors on est en difficulté par rapport à ça. Et ce que nous avons à faire, et c'est notre tâche, et quelque part Adrien le disait tout à l'heure, c'est à fédérer des publics qui aujourd'hui ne se rencontrent plus dans l'usine, mais sont esseulés par cette atomisation, sont esseulés par la dureté de la vie. À nous de leur redonner de la force, du sens, une perspective émancipatrice pour déjouer le duopole Macron-Le Pen. Merci Clémentine. Alors, Fabien Roussel, sur cette question-là, on voit bien que l'extrême droite fait son lit sur la crise de la démocratie représentative. Clémentine évoque à l'instant l'usine comme lieu fédérateur du XXe siècle. Comment aujourd'hui redonner du pouvoir au peuple dans la cité, mais est-ce que la question de la démocratie en entreprise n'est pas toujours posée et n'est pas aussi une des matrices du problème ? Si, bien sûr, la question des nouveaux droits pour les citoyens et notamment pour les salariés dans les entreprises, c'est une question que nous posons régulièrement. On a même défendu des textes de loi en ce sens à l'Assemblée nationale. La question de la démocratie, pour moi, elle se pose là aujourd'hui à travers les 23 millions d'abstentionnistes qu'il y a eu aux dernières élections européennes. Il faut avoir ce chiffre en tête et pas parler en pourcentage. 23 millions de nos concitoyens ne sont pas allés aux urnes lors des dernières élections, alors que les deux partis qui sont arrivés en tête, Le Pen et En Marche, ont fait chacun 5 millions 100 de voix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les partis qui arrivent en tête font 5 millions de voix et 23 millions de nos concitoyens ne vont pas voter. Ils ont réussi à faire ça. Ils ont réussi à dégoûter le peuple d'aller voter. Les premiers qui sont à subir leur politique ne vont plus voter parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils sont dégoûtés des politiques, parce qu'ils ne veulent plus des promesses qui ne sont pas tenues. Ils ont réussi à les dégoûter de ce devoir civique qui est de voter et de choisir les politiques que l'on souhaite. Par contre, les banquiers, les ultra-riches, les milieux financiers, 100% de ceux-là vont voter. Et chez eux, il ne manque pas une voix. Il y a ceux qui ne vont plus voter, et parmi ceux qui vont voter, parmi les salariés, les retraités, ils arrivent à nous diviser et même à faire en sorte que la colère, qui est saine, qui est sincère, elle ne se nourrit pas d'espoir et elle va s'exprimer sur le vote d'extrême droite. Le peuple est divisé. Eh bien, c'est ce à quoi on doit s'atteler, travailler, redonner de l'espoir, comme dit Clémentine, donner envie. Mais moi, j'appelle aussi et surtout chaque citoyen, chaque citoyenne à s'intéresser, à s'engager, à militer, que ce soit dans la vie associative, la vie syndicale, dans un mouvement de jeunesse, dans un parti politique, mais à s'engager. Et plus il y aura de citoyens qui s'engageront comme cela dans la vie quotidienne, dans leur quartier, dans leur usine, dans leur entreprise, plus on fera avancer l'idée du changement et le contenu de ce changement. Je partage ce qu'a dit tout à l'heure Adrien sur les deux grands moments qui fondent la France, la République française et la nation française. C'est la Révolution de 1789 et c'est le Conseil national de la résistance et l'ambition qu'il portait avec son programme « Les jours heureux ». C'est à ce niveau-là qu'il faut mettre la barre. Mais vous voyez bien qu'avec ces deux moments qui ont fait la force de la France et de la nation française, et quand je dis la nation française, j'en dis un petit mot parce que je suis allé rendre hommage à Jean Jaurès pour le 160e anniversaire de sa naissance à Toulouse. Lui qui a donné du sens et du contenu à la République et à la nation française. Quand je dis la nation française, même ce mot, nation française, souveraineté populaire, même ça, l'extrême droite l'a kidnappé. Alors que le sens de la nation, tel que nous la concevons et la défendons, c'est celle de la République, c'est celle qui donne des droits à tous ses citoyens, quelle que soit son origine, sa religion, sa couleur. C'est ça la nation née de la Révolution française et du Conseil national de la résistance. La nation française, c'est celle qui s'est fondée avec le Conseil national de la résistance et qui a créé des services publics
qui a nationalisé des banques et qui a fait les biens communs de la nation. Ça veut dire qu'ils nous appartiennent, à nous le peuple. Et c'est ça que le contenu que nous voulons donner à la nation française. Et quand nous parlons de frontières, ce n'est pas de frontières dans lesquelles nous nous enfermons et qui devraient nous empêcher d'accueillir des réfugiés, bien au contraire. Nous parlons de frontières dans lesquelles un peuple a le droit de décider de ses choix, de voter et d'exercer sa souveraineté pleine et entière. C'est une question de démocratie. Et c'est ça que nous voulons mettre, nous, au cœur de la nation française pour faire marier le drapeau rouge du mouvement ouvrier avec le drapeau bleu-blanc-rouge de la République française. Et puis c'est tout. Merci. Alors, Olivier Faure, on a vu l'actualité de ce week-end l'a encore montré. La vie politique est minée par les scandales politico-financiers. Des lois de moralisation ont été votées, de transparence, qui ont représenté un vrai progrès. Il y a eu la création du PNF sous le quinquennat Hollande, qui a permis d'ailleurs la condamnation de M. Balkany ce week-end. Mais on voit le pouvoir macroniste... Ouais. On le voit, le pouvoir macroniste a refait rentrer les intérêts privés au cœur de la République. Comment on arrive à couper ce lien incestueux entre la République et les intérêts privés et l'argent? Bon, merci pour cette question qui permet de souligner effectivement le fait que malgré tout, même s'il y a encore des affaires politico-financières, comme on dit, elles existent précisément parce qu'il y a aujourd'hui des outils. Et entre ce qui se passait il y a 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, où la vie politique était minée, vraiment minée par les conditions de son existence même financière, eh bien aujourd'hui les choses ont quand même beaucoup évolué et c'est plutôt malgré tout un progrès. Et si aujourd'hui on a encore des affaires qui sortent, c'est précisément grâce à une presse libre, grâce à une justice indépendante qui font le boulot et qui avancent et qui permettent de faire en sorte que nous ayons aujourd'hui un pays dans lequel on peut faire de la politique sans être impuni et on est injusticiable parmi d'autres. Je voudrais revenir quand même sur un certain nombre de points qui ont été évoqués par mes prédécesseurs, notamment sur la question démocratique et sur la question, au fond, de pourquoi est-ce que 23 millions, disait Fabien, de gens ne se déplacent plus jusqu'aux urnes? Pourquoi? Tout simplement, peut-être parce qu'ils ont le sentiment que venant jusqu'aux urnes, ce qu'ils feront ne changera rien. Et que ça ou rien, de toute façon, les enjeux, les puissances qui sont à l'œuvre sont tellement supérieures à celles et ceux qui gouvernent que c'est inutile de venir voter. Ils le feront aussi parce qu'ils ne le font plus aussi parce que tout simplement, ils ont le sentiment qu'ils ont un camp politique, la gauche, qui leur apparaît souvent fragmenté, dispersé, et qu'ils ne comprennent pas toujours ce qui nous oppose les uns aux autres. Ils ne viennent plus parce qu'ils entendent parfois aussi des écologistes nous dire que, au fond, la gauche, la droite, c'est un peu pareil, ou que c'est l'un et l'autre dépassés. Quand Adrien dit différemment les choses, qu'il reconnaît une antériorité à un camp politique, mais qu'en même temps, il considère que tout ça est dépassé, tout ça participe à une forme de flou qui, aujourd'hui, malheureusement, crée, en fait, le terreau sur lequel s'installent durablement celles et ceux qui considèrent que le clivage gauche-droite est dépassé. Or, je pense ce clivage gauche-droite fondateur de ce qu'a été la Révolution française, fondateur de ce qu'a été aussi l'œuvre du Conseil national de la Résistance, fondateur de ce qu'a été le 10 mai 81, parce qu'il y avait aussi ce moment-là qui était un grand moment dans l'histoire de la gauche. Et si je le dis, c'est parce que je pense que nous sommes en permanence traversés par ce clivage, y compris sur la question écologique. Sur les questions écologiques, il y a une écologie de gauche, celle que nous connaissons et que Sandra incarne. Mais il y a aussi une écologie de droite. C'est l'écologie de la revue Limite, c'est l'écologie de celles et ceux qui manifestaient, qui faisaient la manif pour tous il y a quelques années. Ceux qui pensent qu'il y a un ordre naturel qu'il faudrait défendre, qui pensent qu'en réalité, il y a, à travers l'écologie, la possibilité de revenir à un ordre immuable qui est celui que les conservateurs ont toujours défendu.
Il y a une écologie qui pense que les circuits courts, ça veut dire mettre des frontières, plus de frontières. Et puis, il y a ceux qui pensent que dans le débat sur la PMA, l'écologie, ça va permettre de dire qu'il y a une famille naturelle, une famille, une forme qui serait indépassable. Et donc, il y a bien une écologie de droite et même d'extrême droite. Et c'est la raison pour laquelle nous devons défendre ce clivage gauche-droite, parce qu'il est structurant, parce qu'il permet de faire avancer la démocratie, qu'il donne la possibilité de choisir, et que s'il n'y a plus de possibilité de choix, si nous laissons nous-mêmes les électeurs s'enfoncer dans un grand brouillard où tout s'équivaut, où tout se vaut, où il y aurait toujours une offre nouvelle qui viendrait faire table rase des offres précédentes, alors à chaque fois nous avons des femmes, des hommes qui se demandent à quoi bon. Et l'aquabonisme, c'est précisément ce contre quoi nous devons nous battre ensemble. Je voudrais peut-être dire 2 mots encore sur la social-démocratie. Clémentine m'interpellait en disant que la social-démocratie s'était parfois égarée. Tu n'es pas la seule à le dire, et y compris les sociodémocrates eux-mêmes, en tout cas les socialistes français eux-mêmes, le font savoir, le disent. Il y a des débats dans la social-démocratie européenne, et je ne me retrouve pas toujours dans ce que fait la social-démocratie européenne. Mais je dois dire aussi que si nous avons quelques motifs de fierté parfois en Europe, et tu parlais de l'Aquarius, c'est parce qu'il y a aujourd'hui des sociodémocrates en Espagne, au Portugal, et ce sont eux qui ouvrent leurs ports à l'Aquarius. Ce sont eux qui font en sorte aujourd'hui d'augmenter le SMIC de 20%. Ce sont eux qui aujourd'hui font en sorte qu'il y ait des politiques sociales, des politiques féministes qui font honneur à la gauche. Et c'est aussi ça la social-démocratie. Et si nous sommes parfois durs avec nous-mêmes, c'est parce que nous sommes toujours à gauche, durs avec nous-mêmes. Mais si nous ne sommes durs qu'avec nous-mêmes, si nous considérons à chaque fois que l'adversaire, le premier adversaire, il est d'abord celui qui est plus proche de nous, alors ce n'est pas celui-là que nous allons retrouver au pouvoir. C'est au contraire, c'est Emmanuel Macron. Parce que je me souviens de ces élections trop nombreuses où nous nous sommes battus les uns contre les autres, et au deuxième tour, parce que le social-démocrate n'était pas assez à gauche à vos yeux, on s'est retrouvé au deuxième tour à aller défendre le républicain, pas le républicain de 1789, non, celui du parti des républicains, contre celui de l'extrême droite qui était au deuxième tour face à lui. Et donc, je le répète, je me répète, je le dis, je sais bien qu'il y a des désaccords entre nous, je sais bien qu'il y a des choses encore à régler, mais réglons-les ensemble et faisons en sorte d'avancer ensemble. Il y a ici des hommes et des femmes de bonne volonté, des gens qui, au Parlement, chaque semaine se retrouvent. Et vous seriez surpris de voir à quel point, à l'Assemblée nationale, nous nous retrouvons sur les mêmes positions. La question de départ, c'était la démocratie. La démocratie, ce n'est pas simplement la question de l'élection présidentielle, c'est plus largement nos institutions, mais c'est aussi la démocratie dans l'entreprise. Et vous seriez surpris de voir à quel point nous nous sommes retrouvés pendant 2 ans sur les mêmes combats, sur les mêmes mots d'ordre. Et c'est ce qu'il faut maintenant arriver à engager. Si nous continuons à nous battre les uns contre les autres, alors vous verrez, ce sera Macron, 2e mandat. Et là, nous aurons nos yeux pour pleurer. Merci. Alors, Adrien Quatennens, je sais, vous trépignez à l'idée de répondre sur le clivage gauche-droite. Simplement, pour qu'on avance un peu dans le débat, et je vous fais confiance après pour en parler à la meilleure occasion, on voudrait avancer parce que pas de révolution sans utopie. Les mouvements qu'on évoquait tout à l'heure, ils ont réinsufflé de l'inventivité, de la création dans l'action politique, mais aussi peut-être une demande de radicalité qui leur semblait un peu absente dans les propositions à gauche. Hier, ici même, l'économiste Thomas Piketty, il a plaidé pour une remise en cause de la propriété privée. Ça devait faire longtemps que ce mot n'avait pas été dit ici, parce que voilà, il a eu une acclamation importante, une idée qu'on n'entend plus beaucoup. Alors, Adrien Quatennens, est-ce que la gauche, elle est à la hauteur dans ses propositions, et qu'avance, par exemple, la France insoumise sur la propriété privée, quand on sait qu'aujourd'hui, les inégalités, elles se font plus sur les salaires, mais qu'elles se font sur le patrimoine? Bon, d'abord, je veux remercier Olivier Faure d'avoir mis finalement les pieds dans le plat d'un point qui fait débat entre nous. Et quand je dis débat, et je prends un témoin à la salle, il ne s'agit pas de conflictualiser entre nous
par nécessité rhétorique. Oui, j'ai un point de désaccord avec ce qu'Olivier vient de dire, en admettant que notre objectif soit de trouver la bonne méthode ici et maintenant. Admettons qu'on partage cela, faire en sorte qu'on y arrive maintenant. Bon, d'abord, moi, une première chose, je suis assez consterné de voir que, et alors que je partage le diagnostic qui est fait par ceux qui nous ont proposé ce débat, que la gauche a besoin de mettre en circulation des idées nouvelles, et je crois que c'est le cœur de l'affaire, je suis assez consterné de voir que quand on tend les micros à la gauche au sens large, la seule idée nouvelle qu'elle aurait à mettre en circulation, finalement, serait l'union de la gauche. Je crois que c'est un problème, qu'on défende ou pas l'union, d'ailleurs. C'est un problème. Je ne dis pas d'ailleurs que tu n'as aucune idée nouvelle à proposer, Olivier. Mais je crois que si c'est ça, le mot d'ordre principal qui vient en priorité quand on nous interroge sur ce qu'il convient de faire dans la situation, je crois qu'on n'y arrivera pas. Et quand je dis je crois qu'on n'y arrivera pas, et je suis à la fête de l'humanité, donc je mesure ce que je dis, en mettant en cause le caractère opérationnel pour accomplir les tâches que nous avons à accomplir de ce clivage, je ne dis pas que moi, personnellement, je ne m'y reconnais pas. Je ne dis pas que moi, personnellement, je méprise et ce qu'est la gauche, et ce que sont ses partis aujourd'hui, et ce qu'est son histoire, et ce que ce pays lui doit pour toutes les conquêtes et les avancées, la sécurité sociale, tout le reste. Parce que des fois, il y a cette facilité de dire oui, mais lui, comme il a 29 ans et qu'il débarque, il peut tout remettre en cause, et puis finalement considérer que tout ce qu'on a fait avant lui, ça sert à rien. Non, c'est pas du tout l'état d'esprit. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver la bonne méthode qui va faire qu'on ne va pas construire un musée ensemble de tout ce qui nous passionne. On doit trouver la méthode qui fait que, ici et maintenant, on y arrive. Donc, quelle est la situation qu'on a sous les yeux? Et donc, un point de désaccord que j'ai sur l'utilité dans la période de réhabiliter plus avant le clivage gauche-droite. Il va sans dire que s'il s'agissait de classer dans ce référentiel le programme que je défends avec Clémentine, l'Avenir en commun, qu'on a défendu à plusieurs, y compris avec les communistes, je veux dire, ce programme, dans ce référentiel, personne ne se laisserait tenter à le classer à droite, on est bien d'accord. Bon, ça c'est des choses convenues. Maintenant, la difficulté qu'on a, moi j'en vois deux dans ce qui a été dit. D'abord dans ce qu'a dit Sandra quand elle met en cause le fonctionnement de la Ve République. Oui, évidemment. D'ailleurs, nous-mêmes, nous la mettons en cause. Mais la première des difficultés, c'est que pour conquérir le pouvoir, pour changer le système et faire advenir notamment cette 6e République, c'est pas nous qui posons le cadre de la conquête du pouvoir. Le cadre de la conquête, c'est la Ve République. Donc on peut, tant que faire se peut, mettre en cause les règles du jeu, mais il faut à un moment donné convenir que pour y arriver, il faut à minima jouer avec en tout cas. Et c'est toute la difficulté. C'est de conquérir le pouvoir dans un cadre qui est contesté. Mais on a le même problème sur cette affaire de la gauche et de la droite. Moi je considère, et peut-être est-ce un point de désaccord entre nous, parce que je sais que certains à gauche, c'est peut-être plus l'actualité, mais ont théorisé le fait que finalement il faudrait plus s'adresser aux abstentionnistes parce que les abstentionnistes ne votent pas. C'est perspicace. Mais moi, mon avis, c'est que la clé de l'affaire, y compris au vu de ce qu'a dit Fabien, qui est que dans les quartiers les plus aisés, ceux qui concentrent toute la richesse, sont à 8h du matin devant les bureaux de vote et que l'on voit que proportionnellement, les endroits où on souffre le plus, où on vote le plus pour notre camp au sens large, sont les endroits aussi où on vote le moins. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que la clé, c'est le 1 sur 2 qui ne vient plus. Et la difficulté que nous avons, et je le dis aussi à Clémentine, puisque c'est un débat entre nous, la difficulté que nous avons, à mon avis, c'est que pour faire venir le 1 sur 2 qui ne vient plus, et je le déplore avec vous, on ne peut pas utiliser les méthodes qui visent à s'adresser à ceux qui viennent déjà. C'est tout le problème que nous avons. C'est-à-dire que la difficulté, c'est qu'on ne peut plus aller s'adresser aux abstentionnistes avec les mêmes méthodes qui consistent à mobiliser la gauche. Sauf à ce que quelqu'un puisse me faire la démonstration et connaisse ne serait-ce qu'un seul abstentionniste qui va sauter d'enthousiasme pour aller voter parce que la gauche serait rassemblée. Je crois, moi, que ça n'existe pas. Et que plus que nos étiquettes, c'est le contenu qui est en cause. Alors la vraie question, Olivier, la vraie question aujourd'hui, c'est que ce qu'il faut mettre en débat entre nous, c'est le contenu. Parce que quand on déplore notre désunion, moi je ne méprise pas les points de désaccord entre nous. Il y a des éléments que tu défendrais sur lesquels nous ne serions pas d'accord, même s'il y en a d'autres sur lesquels on peut être d'accord. Et je crois que le pire de tout serait qu'on se retrouve en disant « Toi et moi, l'objectif, c'est qu'en sortant de cette salle, coûte que coûte, quelles que soient les idées que tu défends avec lesquelles je ne suis pas d'accord et les miennes, on les fout sous le tapis pour être d'accord. Si on fait ça, on sera, vous comme nous, balayés de la carte et les gens qui le feront auront raison. Okay. En revanche, je termine. En revanche, je termine. Et vraiment, je veux contribuer à ce débat. Je crois que l'un des enseignements profonds aussi de la séquence des Gilets jaunes, c'est que le peuple français n'a pas besoin de nous comme responsables politiques pour se mobiliser, pour incarner la contestation et la résistance. Je crois que c'est notre rôle aussi d'accompagner la résistance, d'accompagner la contestation, de l'aider comme nous l'avons fait,
Mais je crois que notre tâche, c'est d'incarner le débouché politique à cette contestation. Et que les forces politiques qui n'incarneraient finalement que la contestation et la résistance ne feront pas des scores plus avant qui permettront d'aller vers la conquête du pouvoir. Donc, mettre en circulation entre nous, non pas nos étiquetages, en plus on subit ça. Je vais dans n'importe quel plateau télévision, on me colle l'étiquette de populiste. Et cette étiquette est utilisée pour faire en sorte, on peut la remplacer d'ailleurs systématiquement quand les journalistes l'utilisent, par le terme démagogie. Mais moi, je vais vous dire une chose. Si être populiste, ça veut dire siéger dans un groupe parlementaire dans lequel il y a des aides-soignants, emmener d'anciennes femmes de ménage au Parlement européen, si être populiste, c'est dire en républicain que nous sommes, a priori, que le peuple est souverain et qu'il faut coller à ses aspirations, je veux bien qu'on me colle l'étiquette de populiste. J'ai pas de problème avec ça. Mais l'étiquette n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est les contenus à mettre en circulation. Et moi, j'aimerais qu'enfin, peut-être, à l'avenir, lorsque nous débattrons, plutôt que de débattre de comment nous rassembler ou comment ne pas nous diviser, on débatte des idées qui font point d'accord entre nous. Et comprenez bien que, disant cela, je ne méprise pas les positions des uns et des autres, je les respecte tout à fait, mais notre souci à toutes et tous, c'est comment on va faire, et tu l'as dit, comment nous allons faire pour que le cauchemar Macron ne se poursuive pas et pour que l'embuscade Le Pen n'arrive pas au pouvoir. Et dernière chose là-dessus, c'est que ça fait des années que comme seule méthode pour lutter contre le Front National, on nous propose finalement de crier au fascisme. Le résultat, on le connaît. Moi, je crois que parmi les électeurs du Front National, il y a certes ceux qui sont convaincus du projet lamentable et ethniciste de Madame Le Pen, qui sont les convaincus à qui nous n'avons pas de raison de nous adresser, mais qu'il s'agit des abstentionnistes ou de la captation de la colère par le Rassemblement national. Combien parmi ceux qui ont voté pour le Rassemblement national ont le sentiment, en employant ce bulletin de vote, qu'ils mettent un coup de pied dans la fourmilière, alors qu'en réalité, le coup de pied, ils se mettent dans leur propre derrière, parce que cette femme ne veut pas augmenter le SMIC, parce que cette femme ne veut pas faire de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, tout ce qu'on connaît, de la remise en cause de la fiscalité. Donc il faut s'adresser à tout le monde. Et nous ne devons pas nous adresser uniquement à notre camp. Le peuple de gauche, c'est peut-être le nôtre, mais on doit s'adresser au peuple tout court. Merci Adrien. Alors, on a envie que vous débattiez et c'est très bien, on est là pour ça. Donc Clémentine a fait un petit signe, voilà, donc je vais te laisser la parole. La seule chose, c'est si on a envie d'aller jusqu'au bout du débat, je vous demande d'être très court. On parlera propriété privée un autre jour, on te réinvitera dans les colonnes du journal, tiens, c'est une bonne idée. Et on enchaîne après et on essaye de... Non mais c'est bien, faut crever certains abcès et essayer de pousser pour pas rester dans des... Si, sur abstentionniste, par exemple. Sur abstentionniste ou sur populisme ou sur le mot gauche. Je commence par le mot gauche. Moi, je fétichise pas le mot parce que j'ai observé, pour une raison simple, dans les quartiers populaires, quand j'ai fait la campagne aux élections législatives, qu'on arrivait, qu'on disait le mot gauche était associé à l'ère Hollande, les gens se sentaient déçus et du coup disaient c'est la gauche, nous on ne se sent pas représentés. C'est une observation. Donc le mot lui-même a besoin d'être rempli et ne fonctionne plus aujourd'hui en tant que tel comme un ralliement, simplement parce qu'on dit le mot gauche. Mais ma conviction, c'est qu'il faut de nouveau le remplir. Parce que si on rompt avec la gauche, moi je veux savoir avec quoi on rompt. Et j'en ai entendu, de par l'histoire, beaucoup rompre avec la gauche et finir sur les deux rives et finir je ne sais pas où. Donc oui, faisons attention à l'utilisation du terme et ayons à cœur de le remplir plutôt que de le servir comme un étendard vide. Ça, c'est tout à fait d'accord. Mais rompre avec la gauche, c'est rompre avec son histoire, c'est rompre avec des principes qui sont fondateurs. Et moi, je me sens totalement héritière, mais pas héritière au sens d'un patrimoine qui me serait laissé, mais plutôt comme un tout plein qu'il faut revitaliser, remettre en circulation et qui parle à beaucoup de gens. Et donc, j'en arrive aux abstentionnistes. Parce que les abstentionnistes, ce n'est pas un tout homogène. Ça n'a pas de sens. C'est chaque camp qui arrive ou non à mobiliser les siens. C'est ça le sujet. Et l'extrême droite, aujourd'hui, elle arrive à mobiliser les siens. Et nous, on a perdu là-dessus. On a fait 20% à la présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon. On n'a pas réussi à transformer l'essai. Il faut qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire prospérer. C'est cette question-là que je pose. Et ne pas la faire prospérer, c'est précisément dans les quartiers populaires. Beaucoup sont venus à la présidentielle. Alors, ils ne sont pas revenus aux européennes parce que c'est vrai que ce n'est pas une élection facile, mais ce n'est pas simplement parce que ce n'est pas une élection facile. Donc, ce que je veux dire, c'est que qu'il faut parler aux abstentionnistes, pour moi, il faut parler et réveiller la famille politique en France, et elle est nombreuse, de toutes celles et ceux qui croient à l'émancipation humaine. Et c'est ceux-là à qui il faut redonner espoir pour les remobiliser et pour qu'on soit capable ensuite d'avoir un effet de contagion qui parle bien sûr au-delà de ceux qui sont polarisés par le clivage droite-gauche, mais il en reste quand même un paquet.
il en reste comme un paquet qui reste convaincu qui se situe sur le clivage droite-gauche. Et ensuite, une fois qu'on a mobilisé notamment ceux-là, je pense qu'on est capable de convaincre au-delà, c'est-à-dire chez ceux pour lesquels ce clivage aujourd'hui ne parle plus. Mais ce travail-là, il faut le mener en tissant des passerelles avec des secteurs qui sont des secteurs historiquement ancrés dans les valeurs qui sont celles de la gauche, dans le monde culturel, dans le monde syndical, dans le monde associatif. Ça veut dire des passerelles, pas des murs, pas d'invectives et davantage d'esprit de rassemblement sur des bases qui sont des bases que moi je qualifierais de gauche. Merci Clémentine. On va revenir un peu sur le projet et on reviendra sur la stratégie, mais je vous dis, on est très en retard, il nous reste 10 minutes. Sandra Regol, on voulait vous entendre là-dessus, vous l'avez abordé tout à l'heure, c'est intéressant. Les partis politiques, ils se jugent aussi à leur capacité à apporter de l'espoir, à apporter du rêve et surtout à faire en sorte que les citoyens, ils se projettent positivement dans un avenir différent et qu'ils jugent crédible sa réalisation. Vous l'évoquiez tout à l'heure, est-ce que la gauche, elle est en panne d'idées? Est-ce que la gauche, elle n'est pas assez inventive aujourd'hui? Question difficile. Alors, pour reprendre ce que disait Adrien, c'est vrai que la gauche qui n'est pas en forme a tendance à énormément parler d'unité. C'est pas valable qu'en France, c'est valable à travers toute l'Europe, au détriment du débat d'idées. Parce qu'effectivement, quand on n'est pas d'accord, ça produit quand même des lignes qui ne sont pas forcément de fracture, mais qui peuvent créer des convergences de projets qui permettent de passer justement de convergence de projets un peu vagues à la convergence de buts vers lesquels on est capable d'avancer ensemble en assumant les différences de stratégie, de compréhension, d'analyse que nous pouvons avoir. Et je ne sais pas si la gauche manque d'inventivité, mais ce que je vois, c'est que les droites, elles, font preuve de beaucoup d'inventivité, à commencer par le Rassemblement national, qui s'est montré en capacité de récupérer à peu près toutes les thématiques qu'on portait. Enfin, que les gauches, les écologistes et l'ensemble des personnes qui font ce pays porter. Qu'aujourd'hui, le Rassemblement national se présente comme le parti du peuple. Que le Rassemblement national se présente aujourd'hui comme le parti de l'écologie. Qui se présente aujourd'hui comme le parti qui écoute les autres partis. Et ça devrait effectivement nous inquiéter et nous pousser à la créativité. À nous pousser à la créativité parce que face à nous, nos adversaires, ils sont assez reconnaissables et bien connus. C'est cette société qui fait reposer tout son logiciel intellectuel, économique sur l'extractivisme, c'est-à-dire exploiter aussi bien les ressources de la terre que les ressources humaines, exploiter les corps, exploiter les emplois, exploiter la santé, exploiter absolument tout. Et des droites libérales aux droites réactionnaires, en passant par les droites qui se disent plus classiques, on a tout ça qui devrait nous forcer, nous obliger, nous pousser à une créativité qui permette d'avancer. Mais là où on a un souci, je pense, c'est qu'on reste souvent bloqué sur nos vieilles maladies, qui sont celles de la radicalité des mots, quand la société, elle, a besoin de radicalité des actes. Or, la radicalité des mots, quand on n'a pas forcément un toit, ou pas tous les jours, quand on ne peut pas manger à sa faim à chaque repas, comme 15 à 20% de la population française, quand on n'a pas d'emploi stable, quand on a une santé qui est mise en difficulté, eh bien la radicalité des mots, elle fait peur. Parce que même quand on est toutes et tous d'accord pour dire que le capitalisme est l'ennemi, pour quelqu'un qui n'a rien, dénoncer le capitalisme sans être clair sur le projet politique qui va suivre, c'est extrêmement inquiétant. Et c'est normal. Dire qu'on va sortir de l'argent, de la propriété, on peut tout énumérer. C'est extrêmement inquiétant. Et quand on ne prend pas le temps de se mettre en position d'écouter pour effectivement porter des réponses et pas se mettre en position de sachant, eh bien on obtient la situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec un Rassemblement national qui a réussi à incarner dans une partie de la population, une partie qui conteste, tu as raison Adrien, mais aussi une partie de la population qui souffre, une opportunité possible, c'est qu'effectivement on doit toutes et tous se filer un violent pied au cul. Excusez-moi pour le vocabulaire. Et ce pragmatisme qu'on doit porter, de mon point de vue d'écologiste en tout cas,
c'est celle d'une société qui est en capacité de penser les limites. Parce que si on ne pense pas les limites planétaires, l'accès à l'eau qui aujourd'hui déjà en France devient un souci, alors qu'on sait depuis très longtemps qu'elle a un souci vital dans bien des pays au monde. L'eau, mais pas seulement, juste de l'eau propre, de l'eau potable, de l'eau qui permet de vivre, la ressource ultime dont nous avons toutes et tous besoin. Eh bien, si on n'est pas en capacité aujourd'hui d'anticiper sur ces limites qu'on connaît, qui sont quantifiées depuis des années, eh bien alors non, on n'est pas vraiment très digne de porter ce nom de gauche. Et oui, effectivement, il faut un petit peu le laisser tomber. Et puis j'ai envie de finir sur un point. On dit qu'il faut accompagner les mouvements qui viennent, mais je pense qu'il faut aller plus loin que l'accompagnement. Les mouvements qui naissent et dont on a parlé, les mouvements qui émergent et qui émergeront demain, ils n'ont pas besoin d'être accompagnés par nous. Ils ont plutôt besoin qu'on leur laisse les rênes du pouvoir et les rênes du pouvoir aujourd'hui et demain. Alors je le dis très facilement, puisque je viens d'un parti qui met au pouvoir des gens qui viennent de réseaux d'activistes, d'ONG, etc. Si aujourd'hui, à la présidence de la commission de transport au Parlement européen, il y a la première femme présidente de commission qui s'appelle Karima Delli, et qui vient de mouvements qui récupéraient des logements vides pour permettre à des jeunes d'avoir un toit, eh bien c'est parce qu'on a toujours considéré que non, le fait d'être politique, le fait d'être apparatchik, même au sens noble de personnes qui donnent pour le collectif, ce n'est pas assez. Faire corps avec la société, accompagner les mouvements, c'est donner toutes les clés aux gens qui font. Okay. Merci beaucoup, je vais très vite, il nous reste 5 minutes, vous êtes 5, il va falloir vous dépasser. On voulait parler des municipales parce que les villes, c'est un lieu de contre-pouvoir. On vous laisse 1 minute chacun pour conclure ce débat. On voit qu'il n'est pas clos. Nous, on a envie de le poursuivre dans le journal, dans les colonnes de l'Humanité et de l'Humanité Dimanche. Voilà, donc je vous demande 1 minute de conclusion et j'aimerais que vous abordiez quand même les municipales parce que je suis sûre que vous tous, dans la salle, vous avez ça en tête. Est-ce qu'on repart sur un scénario telles que les européennes, ou est-ce qu'on crée de l'espoir et on arrive dans un autre rapport de force avant la fin du quinquennat Macron? Vous avez 1 minute. Bon, d'abord, merci beaucoup pour ce débat. Et vous l'aurez compris, il y a à la fois des divergences qui s'expriment, et c'est naturel, mais en même temps une soif d'avancer. D'un mot par rapport à ce qu'a dit Adrien, pas de fétichisme par rapport aux mots de gauche, pas de fétichisme tout court en général, mais malgré tout, la volonté de construire ensemble, si c'est possible, des clivages qui soient des clivages pertinents. Parce que c'est vrai qu'il ne suffit pas de dire que la gauche est rassemblée pour que les Françaises et les Français se précipitent. La politique, ce n'est pas seulement des additions. Mais ce qui est certain aussi, c'est que la politique, ça n'est jamais des divisions. Et si demain, ils concevaient enfin un projet qui réunisse l'ensemble de celles et ceux en qui ils ont eu un jour confiance, alors je crois que la dynamique, elle peut se créer. Et je fais le pont avec les municipales. Pour les municipales, c'est la même chose. Est-ce que nous sommes prêts à revivre ce que nous avons vécu pour les élections européennes? Est-ce que nous pensons que le fractionnement est la meilleure façon d'avancer ensemble quand nous dirigeons ensemble des villes depuis fort longtemps? Ou est-ce qu'au contraire, nous pensons que la dynamique que nous pouvons créer dans l'unité, y compris dans des villes qui sont dirigées depuis longtemps par la droite, je pense à Lyon, je pense à Marseille, je pense à Toulouse, il y a toutes ces villes où on voit des initiatives naître qui sont des initiatives citoyennes qui justement dépassent le cadre partisan et qui visent à rassembler les forces que nous représentons ici. Peut-être que c'est eux qui nous donnent la leçon, peut-être c'est cette leçon-là qu'il faut que nous suivions. Donc oui, haut les cœurs, on y va, ne nous laissons pas faire. Merci. Continuons à penser qu'il y a un avenir pour ce que nous avons représenté depuis longtemps et si nous savons le faire dans la concorde, dans l'estime réciproque et dans le débat, je n'ai pas de doute que l'avenir des jours heureux, il est encore devant nous. Merci Olivier Faure. Adrien, tu as 1 minute. Bon, d'abord dire que j'espère, je souhaite en tout cas, que notre échange d'aujourd'hui nous aura fait avancer. On a eu un débat essentiellement tourné vers la stratégie. Et je crois que s'il s'agissait de dire finalement quelle est notre définition à tous du mot gauche, sans doute c'est la même. Et vraiment, c'est pas le souci. Et je veux pas qu'on se méprenne là-dessus, ni sur le fait qu'il faudrait rompre avec je ne sais quoi d'un point de vue des contenus. Soyons très clairs là-dessus. On a un débat, moi je vais même pas dire une divergence, on a un débat, un vrai débat, sur le récit à construire pour trouver la méthode victorieuse. Ce débat, on l'a et on pourra le poursuivre. Peut-être que du coup, et pour faire la preuve que l'idée, c'est pas justement de construire des murs,
peut-être que le prochain débat utile que nous pourrions avoir sera non plus un débat stratégique, mais un débat de confrontation sur des sujets de fond pour mesurer quels sont nos points d'accord et de désaccord. Ça, c'est l'acte 2 des prochains échanges entre nous. Ensuite, sur les municipales, dire une chose dès lors. Pour ce qui est de la France insoumise, elle a adopté un texte qui finalement est assez souple, qui met quelques bords stratégiques, quelques bords programmatiques, qui en leur sein permettent de faire des choses somme toute assez différentes, moyennant des conditions qui, de notre point de vue, sont indépassables, et je crois qu'elles seraient largement partagées dans cette salle. Néanmoins, il y a une chose dont je suis sûr, et j'appelle de mes vœux, c'est que même s'il y a des endroits où des forces politiques, syndicales, associatives se fédèrent, le récit ne doit pas être, à mon avis, y compris si notre souci collectif est de faire venir le 1 sur 2 qui ne vient plus, des accords d'appareil. Il faut que les partis, les structures organisées se mettent au service d'une implication citoyenne. Ça suppose d'écraser tout notre logiciel, y compris sur les méthodes militantes, et de créer les conditions de dire finalement, nous sommes quoi ? Simplement des outils au service de l'implication directe des gens. Sur nos listes, il nous faut des monsieur, madame, tout le monde, même pas des chefs de réseau associatifs, des gens qui, par leurs conditions de tous les jours, représentent bien plus que nous toutes et tous. Voilà, donc la discussion peut avoir lieu. Merci. Je vous fais juste remarquer au passage qu'il faudra effectivement un deuxième épisode hors questions stratégiques. Vous remarquerez cependant que nous n'avons posé aucune question stratégique. Il y a eu des réponses stratégiques, pas des questions stratégiques. Je passe la parole à Clémentine pour 1 minute de conclusion. Oui, alors, non, mais c'est bien d'aller, de poursuivre sur le fond et de prendre, comme avait dit Fabien, le stylo et d'aller, à mon avis, pas simplement, même si c'est important, sur les points d'accord et de désaccord, mais aussi sur des idées neuves qui ne sont aujourd'hui pas simplement des points d'accord et de désaccord entre nous, mais ce qui nous permettrait aussi d'avancer vers ce grand récit et vers ces propositions qui seraient capables de recréer de l'espoir dans le pays. Et justement, les municipales, moi, je pense que c'est un moment qui, à la fois sur le plan stratégique et de traduction concrète, va être sans doute je ne sais pas comment on peut dire, mais enfin une grande diversité de situations. Mais en même temps, ce que nous avons à construire dans la durée, c'est quelque part, je vais le faire en référence à ce qu'a été le communisme municipal. Moi, je crois très important les élections municipales. Le communisme municipal, il avait pour lui que quand on était dans une ville communiste, on savait, je vais la faire à la schlag très courte, mais on savait qu'il y avait les MJC, qu'on emmenait les enfants en colonies de vacances, etc. Il y avait une identité. Il y avait, c'est pas que au passé, mais je veux dire, cette identité faisait que le projet politique porté, on y était dans cette ville communiste. Et il y a plein de gens qui disent, moi j'ai grandi dans une ville communiste. Et il n'a pas besoin de dire ce que ça veut dire, on sait ce que ça veut dire. Et bien ça c'est magnifique et c'est ce qu'on a à reprendre ensemble. Et moi, je veux donner quelques idées de fond que je mets au combat. C'est que je pense que les villes que nous voulons demain identifier dans ce nouveau tout, c'est des villes qui résistent à l'austérité budgétaire. Ce sont des villes qui associent les citoyens à la décision de la municipalité. Ce sont des villes dans lesquelles, par exemple, on va trouver des cantines où on y mange correctement. C'est des villes où il y aura des recycleries. Ce sont des villes où l'eau sera publique. Ce sont des villes aussi, et j'y tiens, où la culture aura toute sa place, parce qu'il y en a marre du divertissement et que c'est un des points qui devrait quasiment être en haut de nos programmes. Merci. Tellement ça donne du sens à la vie, là où eux ne donnent décidément que du mauvais sens à cette vie qui doit précisément en retrouver. Et je pense que nous sommes aujourd'hui capables de créer ce commun qui se décline avec le droit à la ville, qui est à mon avis une question majeure pour le XXIe siècle. Merci Clémentine. Sandra, pour 1 minute de conclusion. Sur les discussions, on aura toujours des convergences, mais on a besoin de passer de ces convergences de paroles à faire ensemble. On a des élections municipales qui se profilent et on sait que sur le terrain, on est parfois, voire souvent, en train de défendre ensemble des territoires, en train de lutter contre des projets qui ne vont pas. Je pense notamment au Perpignan-Rungis, où le dossier n'avance pas vraiment dans notre sens, mais où les choses peuvent encore être sauvées, que ce soit sur la question de l'emploi des personnes qui sont concernées, ou que ce soit pour le nombre colossal d'émissions de gaz à effet de serre et autres qui vont être émis si on retourne au camion. Je crois qu'on est capable de travailler ensemble à promettre un nouvel horizon
politique commun dans lequel on peut parler sereinement d'un 14e mois écolo, parce qu'on a restauré une justice fiscale. On est plutôt raccord sur cette question de la justice fiscale, parce qu'on a rétabli le juste prix de chaque aliment, de chaque produit, qu'on a acté la sobriété et qu'on a fait en sorte que cette absence de contrainte à dépenser dans des marques, comme disait tout à l'heure Clémentine, eh bien fait qu'on est plus libre collectivement. Mais ça, on le dit beaucoup, sur beaucoup de scènes, dans beaucoup de débats. J'ai envie de dire, revoyons-nous dans quelques mois pour voir si on est effectivement capable, sur le terrain, de sortir des enjeux d'ego pour entrer effectivement dans un combat pour le peuple. Sandra, la parole à Fabien Roussel, comme les autres. Merci. Je rebondis tout de suite sur ce que tu viens de dire. Revoyons-nous dans quelques mois. Moi, je dis, ne nous quittons pas. Et je dis ça, mais je dis ça parce que je pense qu'il faut que l'on se parle beaucoup, 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 et pas que entre nous, mais entre nous tous comme on vient de le faire, ville par ville, région par région et nationalement, et les élections municipales doivent être un temps d'échange, de discussion, de confrontation, comme vient de le dire Adrien. Nous pouvons, ville par ville, défendre des projets pour les habitants de chaque commune, les partager ensemble et les construire avec chacun d'entre vous. Mince alors, on ne peut pas le faire ça, on ne peut pas se dire que dans les villes de droite, on peut s'unir sur un projet de gauche écologiste et battre la droite et battre l'extrême droite partout où elle s'implante aujourd'hui, à Fréjus, à Hénin-Beaumont. Unissons-nous dès le premier tour, ayons de l'ambition. Et pas des accords de sommet, pas en négociant ça sur un coin de table à Paris, mais ville par ville avec les militants locaux et les citoyens concernés par ce qui se passe dans cette ville. Donc oui, l'élection municipale, c'est un moment où on peut construire ça maintenant. Et puis après, allons-y concrètement. Et c'est pour ça que je dis nous, les communistes, nous avons la main tendue et le stylo bic ouvert, parce que nous pouvons dès maintenant montrer ce que nous serions capables de tous mettre en œuvre. Tous, vous et nous, associations, syndicats, partis de gauche écologistes. Que faisons-nous sur la réforme de retraite? Est-on capables, nous, d'avoir une réforme de retraite digne d'Ambroise Croizat, qui garantisse une bonne retraite pour tous et dès 60 ans? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord là-dessus? Est-ce que l'on peut se mettre d'accord pour se fixer l'objectif pour notre pays? Et ce serait un signe pour toute l'Europe d'une empreinte carbone zéro en 2050 en y mettant les moyens dès maintenant. Est-ce qu'on peut changer nos modes de production, nos modes de consommation, tous ensemble dire non au CETA, non au Mercosur et demandons à la BCE de financer nos besoins dans notre pays à taux zéro. Voilà des enjeux sur lesquels nous pouvons nous battre ensemble et réussir ce que nous avons déjà fait par le passé. Front populaire, programme commun, 68. En 2005, nous étions unis pour dire non au référendum constitutionnel. C'est la même union que nous devons réussir à faire. Celle qui nous a unis de la base au sommet, pas seulement pour prendre le pouvoir, mais pour gagner et pour que le pouvoir, ce soit vous qui l'exerciez. Il faut que le peuple reprenne le pouvoir. Merci à vous. Vous devez être comme nous, vous devez être frustrés. Donc on continuera à le mener ce débat ici, toujours à la fête de l'humanité, dans les colonnes du journal. Merci à vous tous.